Bon, je remercie vraiment du fond du cœur Peter, notre ami, d'avoir accepté de revenir à la salle cette année. Bonjour. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu parler du code Adamski révélé par Peter Knight? Oui, quand même. Voilà. Oui. L'année dernière. Très bien. Alors, voilà, donc Peter Knight qui est le premier à révéler le code Adamski de la série Les Envahisseurs. Bon, déjà, ce qui est d'une importance capitale, mais qui bien sûr va beaucoup, beaucoup plus loin et a continué ses recherches dans plein de domaines. Et donc, il faut suivre et avoir déjà le tome 1 et tome 2 pour comprendre ce qu'est le code Adamski. Donc, il reviendra dessus aussi. Et dans son nouveau livre, il vous en parlera aussi. Donc, toutes les nouvelles recherches concernant voilà, l'actualité dans le roman, qui est un roman crypté. Ah, tu m'entends? Ah, c'est mieux là. Oui, j'ai fait un roman crypté comme Hollywood fait ses films cryptés. Et je fais 30 pages de la suite du code Adamski où j'informe le public de ce que représente la super technologie à l'heure actuelle qui conduit à l'immortalité relative dont France Inter avait parlé. Comment Google et Neotech Illuminati fabriquent des corps synthétiques pour téléchargement d'une conscience à l'intérieur. Maintenant, ils existent réellement. Ça fait 30 ans qu'ils ont... Donc c'est une amie, grâce à une amie qui m'a acheté mes livres où j'habite, sur la Côte d'Azur, qui m'a initié à ça parce qu'elle a été initiée, elle a reçu des classeurs avec des photos de ces corps synthétiques que donc ce Hugo Chavez a dit qu'il y avait des non-humains parmi nous, donc pas des extraterrestres, des non-humains, c'est parce qu'ils ont des corps synthétiques, ils ont téléchargé leur propre conscience, et donc en fait ils atteignent l'immortalité relative, ils sont dans des vaisseaux spatiaux, ils peuvent aller jusqu'en d'autres constellations, ils ne meurent jamais, et dès qu'ils meurent, si par exemple il y a un accident dans leur corps synthétique, ils envoient par impulsion supramentale, ils s'éjectent dans un autre corps synthétique. Et ça, c'est la bande dessinée Thunder Agent, l'équipe Tonnerre, où il y a un physicien qui fabrique des corps synthétiques et il s'appelle Noman. Et il envoie sa conscience, il télécharge sa conscience dans d'autres corps. Il a une cape avec un capuchon et une cape avec un capuchon, et cette cape avec un capuchon, elle a été créée par un laboratoire japonais. Alors je me rappelle plus du nom, j'ai même pas trouvé le nom là. Ah ben je dois peut-être l'avoir sur un top secret que j'avais fait ça, où justement il devient invisible. C'est un champ de lumière réfracté, comme la voiture de James Bond dans Meurt un autre jour. C'est des métamatériaux et ça existe. Cette cape existe réellement comme celle de Frodon. Et c'est incroyable, c'est justement la cape de Neumann de 1966. C'était le projet OASA pour les armes électromagnétiques qu'avait découvert le russe Kivitsky. C'est la guerre électromentale et électromagnétique, quoi. Et c'est des artefacts qui ont été créés pour les pilotes de ces disques volants de type nazi. Et personne ne s'imagine qu'ils sont devenus des dieux. Hein, et c'est ce que j'ai découvert. C'est ça le code Adamski, en fait. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on commence. Ah, mais ça a changé l'image, là. Elle est où, Lara? T'es là, Lara? Ah oui. Il faut peut-être remettre l'image avant, non? Ah, c'est juste après? D'accord. Voilà, on montre, alors. Alors, vous allez voir une image d'un feuilleton qui s'appelle, en anglais, qui s'appelle UFO Alerte dans l'espace. Alors voilà, dans UFO Alerte dans l'espace, on voit des disques volants qui quittent la Lune. On va le voir plusieurs. Je sais pas. On entend? Il y a une invasion venue de la Lune. Alors ça, c'est un grand blond, c'est lui qui dirige ça, c'est allemand ça. Mais nous, on ne le sait pas, c'est un code. Un grand blond aux yeux bleus. Et voilà, on voit cette image. Et bien, figurez-vous que cette image est vraie. En réalité, ils avaient des dossiers particuliers d'anciens SS qui visaient la Lune dans un programme lunaire des chevaliers de Poséidon. Et ils vont vers la Terre. Ce grand blond représente donc la lignée de la viking, en fait, hein, ceux qui ont le petit doigt dans les envahisseurs. Donc voilà. Allez.
contre. Rien n'est un hasard de ces grands blancs aux yeux bleus, là, ce que vous voyez. C'est que des codes de ces gens qui ont investi la Lune, parce qu'ils se font passer pour des producteurs comme à Hollywood, qui écrivent des scénarios et tout, mais en arrière-plan, ce sont des gens de l'armée, comme le Hollywood 12. Et donc, en fait, on voit, ils ont une base sur la Lune, et ils racontent aux gens qui sont des producteurs et réalisateurs. Et pendant que des acteurs leur parlent, dans leur bureau, ils ont un écran sous leur bureau qui leur montre l'invasion lunaire, parce qu'ils ont envahi la Lune, quoi. Alors, voilà la véritable image que Merlin m'a envoyé, un des écrivains de Top Secret. Il m'a envoyé l'image qu'on voit dans l'épisode UFO Alerte dans l'espace, et vous allez voir que c'est la même chose. Regardez, les voilà. C'est la même chose, et ça, c'est un réel document de la NASA. Vous voyez? Ils ont pris là-dessus, ils avaient un document, ce qu'on fait UFO Alerte dans l'espace. Vous voyez, c'est la même chose. Ça n'a donc pas été inventé, c'est un code. Ce que vous voyez, si vous voyez la série de 1980 ou 70, et vous allez voir un engin, ça c'est Merlin qui m'a envoyé, c'est un document authentique, et vous allez voir de la NASA. Alors vous voyez d'abord que la base est certainement là, c'est ce qui a indiqué que ça a été photographié certainement par une sonde, peut-être même pas par des astronautes, et vous allez voir l'engin, le voilà, et vous voyez l'ombre portée, et ça c'est un document authentique. Donc voilà ce qui se passe sur la Lune, comme dans la série UFO là dans l'espace, où dans des volcans, ils ont ces engins, vous voyez une aile delta, réel quoi, c'est réel ce document. Ça c'est Merlin, et vous voyez, dans un volcan, on voit qu'il y a quelque chose. Et c'est exactement quand UFO est là dans l'espace, leur vaisseau décolle de cratères. Alors déjà, ça fait partie des codes. Alors voilà, dans UFO, on voit la base qui s'appelle quoi? Blanche. Luna. Donc Luna existe réellement, c'est Van Helsing qui en parle, de la base Luna, qui est dans la mer Imbrium, je crois que c'est ça, Imbrium sur la Lune. Donc UFO alerte dans l'espace, c'est vrai. Ça fait partie comme les envahisseurs, hein, comme la série Les Envahisseurs. Nous, on croit que c'est de la science-fiction, alors on ferme notre esprit. Alors qu'en fait, si vous ouvrez votre esprit, tout ça, comme le film que on voyait Merlin, qui est écrit pour Top Secret, tout est vrai, quoi. Et vous imaginez que vous voyez de la science-fiction, et c'est pas vrai. C'est la réalité. C'est des extraits de missions spatiales réelles. On a... Oui, ça c'est sur Mars, mais pas... je ne vais pas le montrer maintenant, ça. Non, hein? Ah oui, ça fait partie d'une base lunaire, ça. Ça serait sur Mars, mais ça fait partie d'une base lunaire. Donc, comme Cosmos 1999. Donc, ils ont travaillé sur des... Et donc, on voit, c'est détruisez la base Luna. Et c'est vrai parce que la base dont parle Van Helsing s'appelle Luna depuis les années 50. Donc ils sont partis de tout ce qui est réel, et c'est pour ça qu'on voit ce grand blond aux yeux bleus, parce que tout est placé sous forme de code en fait. Ça paraît aberrant, hein, mais c'est la vérité. Hein. Donc la guerre sur la... Alors ça c'est dans une revue américaine où ils montrent une base sur la Lune, mais c'est tout à fait authentique en fait. Il y a des gens sur la Lune, comme le dit Van Helsing. Ils ont même des tubes de type Andromeda qui contiennent des soucoupes volantes. Donc en fait, tout ça, ça a été installé sur la Lune depuis avant que Werner von Braun soit directeur de la NASA, et ils avaient déjà tout ça. Comment il s'appelle le savant là il y a un savant aux États-Unis qui avait découvert la vérité sur la Lune, et il avait vu décoller des engins sur la surface, et il avait vu des dômes érigés dans des cratères sur la Lune. Donc c'est exactement ça. Et nous, on croit tout le temps qu'il n'y a rien, parce que les revues scientifiques, Science et Vie, tout ça, nous racontent y a-t-il de la vie. Et tout ça, c'est le protocole de Sion pour nous raconter dans des revues, pour nous maintenir dans un état d'ignorance, quoi. Surtout qu'on ne sache jamais. Alors voilà une photo de base lunaire, une réelle photo où on voit réellement qu'il y a quelque chose dans des cratères, comme dans le feuilleton UFO alerte dans l'espace.
Voilà, ça aussi, c'est sur la Lune. Construction lunaire. Que penser de ces deux curiosités au beau milieu de la mer Imbrium? C'est ça, cela ressemble fort à des installations manufacturées. Et c'est vrai. Mais ça fait, il n'y a pas que ça. On en a découvert, mais des dizaines d'artefacts lunaires de base. Alors voilà, on en arrive au Thunder Adjant, c'est-à-dire la recherche de l'éclair. Partout où il y a l'éclair, surtout les Thunder Adjant, on voit quelque chose de codé. On voit tout à coup dynamo. Donc il faut expliquer ce que c'est que dynamo pour ceux qui n'ont pas vu l'année dernière ce que j'ai dit. Joachim Rabolou, en 2005, dans une revue Nexus, dit que les Vénusiens lui ont appris que les Vénusiens avaient une ceinture avec une boucle. D'un seul déclic du doigt, on génère un super champ magnétique et les balles de revolver ne l'atteignent pas. C'est la couverture de 1966, parce que là c'était dit en 2005, de 1966, où a été révélé que les Thunder Adjant, membres de l'ONU, récupèrent des bases secrètes de type nazi, de gens qui sont au centre de la Terre, le seigneur de la guerre, ça s'appelle Lord of the War, et ils combattent dans des sanctuaires cachés, que ce soit sur la Terre ou sur la Lune, ils combattent des personnes qui créent des artefacts électromagnétiques, comme les nazis l'ont fait. Donc en fait, ils se sont aperçus que sur la Lune, par exemple, on fait comme Top Secret Magazine, il y a une nouvelle ombre qui existe d'une base secrète, il l'indique. Cette photo donc, qui a été prise au Mont Palomar rapporte qu'il y a une ombre qui n'existait pas la semaine dernière. Donc, on fait comme Top Secret Magazine. On voit les aberrations qu'il y a sur la Lune. Et grâce à ça, ils découvrent qu'il y a une base de disques volants. Et à la fin, quand ils vont se rendre sur la Lune grâce à lui, ils découvrent des êtres qui ont une... Et c'est des humanoïdes comme vous et moi. Mais ils n'expliquent pas à la fin de la bande dessinée qui c'est. Mais je sais que c'est des nazis. Donc ils ne le disent pas. Parce que Thunder, c'était comme par exemple le canon KSK Donar. KSK Donar, c'est le canon tonnerre de désintégration de Nikola Tesla. Donc tout ce qui est tonnerre, c'est l'éclair. Et les Thunder sont représentés par l'éclair. Donc en fait, l'éclair, là où il y a l'éclair, comme les super-héros, par exemple Flash où il a l'éclair, ou Black Bolt où il y a une petite antenne de type Tesla pour attirer le champ magnétique de la Terre et la foudre, c'est l'éclair aussi, il a deux éclairs sur le côté. Là où vous avez l'éclair, comme Flash Gordon qui est grand bleu aux yeux bleus avec un point de jointure enfoncé dans les bottes, c'est l'éclair, il est grand bleu aux yeux bleus. Donc c'est la marque allemande, c'est donc je ne sais pas si tu peux me mettre la... Ah oui, alors la montre, je vais vous montrer. Après, on pourra présenter, tu sais, comment ça s'appelle, la grande loge du Vril, l'éclair, le soleil. Et là, vous voyez, là, dans un cratère lunaire, vous avez la croix allemande des deux svastikas, le swastika d'un côté et le svastika de l'autre qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, vous cachez ça, ça sera la branche du svastika qui tourne dans un sens. Vous voyez? C'est la fameuse croix, elle a un nom, hein, la croix allemande. Et là, c'est les deux. Alors, d'un côté, c'est le svastika qui tourne à gauche, et dans l'autre, c'est Nestrogir, je crois, et l'autre, c'est à droite. Et confondu, ça donne une super croix pâtée allemande. Donc, en fait, elle est dans cette montre-là de Romain. C'est comment il s'appelle? Comment? Ah oui. Romain Jérôme, à coût de $10 000, hein, cette montre. Ça vous montre la réalité concrète que les nazis sont sur la Lune. Et si quelqu'un achète cette montre, il ne sait pas que c'est nazi. Donc vous avez vraiment les deux svastikas tout à fait contrôlés par la race nordique, quoi. Et donc en fait, tout est entièrement codé. C'est-à-dire la vraie conquête de la Lune a eu lieu. Ils ont fait une montre et ça s'appelle la poussière de Lune, DNA. Et c'est code comme les Thunder Adjant. Donc en fait, vous vous retrouvez là avec un autre code. En fait, on vous vend les comics américains, on vous vend l'imaginaire hollywoodien qui s'appelle le code Hollywood, que j'ai appelé le code Hollywood, et vous ne savez pas que vous êtes aux prises avec ça quand vous regardez, ce soit les images des comics américains, Flash Gordon, etc., vous ne savez pas qu'il y a eu la conquête de l'espace clandestine depuis les années 40-50. Voilà. Alors, on peut montrer
montrer la Flash Gordon avec... Je sais même pas où c'est. Tu l'as pas, Flash Gordon? Avec la revue? C'était là? Au milieu? Où est-ce que c'est exactement? Où ça? Non, non. Ah, voilà. Alors, vous voyez, Flash Gordon, en 1930, Alex Raymond fait Flash Gordon. Mais si vous regardez le mensuel de la Grande Loge du Vril d'Adolf Hitler, vous voyez un type blond, yeux bleus, avec le soleil sur la poitrine, exactement comme Flash Gordon. Donc, quand vous lisez Flash Gordon, qui pilote des soucoupes volantes et tout, et c'est des cités style de tours adamantines, etc., c'est l'Atlantide. Donc, c'est le rêve des anciens nazis. Donc, lui, il est habillé d'un pantalon jaune pur sur la terre avec des bottes. Flash Gordon, c'est Guy l'éclair. Et là encore, il y a l'éclair, la recherche de l'éclair d'Odin. Donc, en fait, c'est la réalité. Donc, ils ont fait Werner von Braun avait fait la Ligue interstellaire avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, après, un groupe d'Allemands ont étendu la Ligue interstellaire jusqu'au programme Apollo, qui veut dire Apollon, les grands blonds aux yeux bleus. Et Saturne 5, c'est Saturne V Victoire. Et Saturne, c'est le programme Chronos, qui veut dire le temps, Saturne. Le programme Chronos de la cloche volante runique par aspiration au mercure rouge. Et donc, c'était la soucoupe. Donc, c'était la fusée Saturne V, c'est le Victoire. Et c'était les disques volants dits par les grands blonds, les vaisseaux Victor, qui ne sont pas extraterrestres. Victor veut dire victoire. Donc, tout ça, c'est du baratin, quoi. Pour nous couvrir, la fusée couvrait la construction des disques volants Victor. Et on n'a jamais rien su de tout ça. Alors. Après, qu'est-ce qu'on a? Oui, tu m'as montré la Lune avec les trois... je ne sais pas si je pourrais... Si tu peux revenir en arrière. Oui, alors normalement... vous voyez, là, il y a des tubes. Je ne sais pas si vous les voyez, ces tubes. Normalement, il y en a 3. C'est le programme lunaire, ça. C'est-à-dire, c'est les véhicules Andromeda. C'est-à-dire, ça faisait à peu près 140 mètres de long. C'est les nazis qui, au lieu de fusée, ont fabriqué le tube. Alors, est-ce qu'on peut mettre le truc de Thor? Alors, voilà. Vous allez voir ce que c'est que les vrais tubes de type Andromeda. Bienvenue à vous tous sur la chaîne de Thor Odyssey. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, une vidéo d'un ovni cylindrique, en forme de cigare, filmé dans le ciel de Korostene, en Ukraine. L'engin a fait connaître sa présence en plein jour, le 6 mars 2014. Oui. Depuis 48 heures, beaucoup de sites, américains, anglais, français, allemands, australiens et autres, sont en effervescence sur la révélation officielle de l'antigravité. Ceci est officiel, les États-Unis ont déployé un nouvel atout militaire, spectaculaire, dans le ciel de l'Ukraine. Les médias télévisuels dans le monde seront en mesure de signaler dans quelques jours le développement et le déploiement du tout nouveau Sky Dreadnought. Le Sky Dreadnought est un système d'armes militaires les plus avancés dans l'histoire de l'existence humaine. Ce navire cylindrique, en forme de cigare, mesure près de 3000 pieds de long, soit 914 mètres, ce qui ressemble à une longueur de 3 porte-avions. Il vole en vertu d'un système d'antigravité, ce qui lui permet de fonctionner à n'importe quelle altitude sur Terre, même dans l'espace, et de revenir, sans avoir besoin de moteur d'avion, d'hélices, de réservoirs de carburant massif, ou de moteurs de fusée. Tout ceci est réalisé par la manipulation de la gravité terrestre, qui, pour toutes fins utiles, offre des possibilités de mouvement illimitées. Il y a effet zéro gravité sur l'équipage ou les systèmes à l'intérieur de l'engin. Il peut manœuvrer à angle droit, à des vitesses impossibles auparavant, sans que l'équipage ne subisse des forces G. Le Sky Dreadnought peut facilement se déplacer à plus de 10 000 miles par heure, soit un peu plus de 16 000 km à l'heure, à l'intérieur de notre atmosphère terrestre, ou s'arrêter et planer. Totalement silencieux, il peut atteindre ces vitesses incroyables, il peut le faire presque instantanément, ce qui rend cette technologie totalement intouchable par tout système d'armes sur la Terre. L'extérieur de l'engin est recouvert d'1 millier de milliards de nanites. Les nanites
sont des robots submicroscopiques qui opèrent au niveau de la matière moléculaire de l'engin. Grâce à ces nanites, il n'est suivi par aucun radar, il ne peut être immobilisé par des contrôleurs radars de tout type, il ne peut être suivi par des armes infrarouges et autres. Ces nanites ne sont pas seulement une partie des caractéristiques anti-radar de l'engin, ils font également partie des systèmes défensifs, des lumières, de la flexion du temps et de la furtivité visuelle, ainsi que des communications et des systèmes d'armes. À des fins défensives, les nanites peuvent être utilisés pour afficher et transférer des images vues sur un côté de l'embarcation, ainsi que de l'autre côté, ce qui signifie que l'engin peut sembler disparaître à l'œil nu. Voici une photo de l'une des sections extérieures de la coque du Sky Dreadnought. Le Sky Dreadnought n'utilise pas d'armement conventionnel. Toutes ces armes sont un type de faisceau d'impulsion plasma qui, lorsqu'il est vu à l'œil nu, semble être bleuâtre, blanc, axé d'un éclairage intensif. Les armes ont été utilisées d'abord sur une base expérimentale pendant la guerre en Irak, où les prototypes ont montré fondre des voitures, des camions et des bus. Les armes fonctionnent à 360 degrés à la verticale et 360 degrés à l'horizontale, sans angle mort. Rien ne peut échapper à ces armes et aucun objet fabriqué par l'homme sur Terre ne peut supporter d'être frappé par un tel rayon. Tout métaux fondrait, le béton serait réduit en poudre instantanément et le corps humain serait brûlé en moins d'une seconde. Le Sky Dreadnought, qui a finalisé son test dans les ciels de l'Ukraine le 6 mars 2014, se trouve être basé à 2100 mètres de profondeur, quelque part dans l'océan Indien. Voici une des sections internes du Sky Dreadnought, spécialement créée à partir de matériaux inconnus officiellement, conçus pour protéger l'équipage et l'équipement. Cette conception et construction du Sky Dreadnought a été un grand défi, en raison de la complexité et de la technologie employée. Il a fallu plus de 25 ans, et littéralement des milliers de dollars, pour développer cet engin. Plus de 40 pays ont participé au financement du Sky Dreadnought, ainsi que plusieurs entreprises dans le monde sous des faux noms, qui ont fourni tout l'équipement technologique qu'ils souhaitaient. Des faux rendez-vous présidentiels, dans le monde, ont servi pour le financement et la finalisation de la construction du Sky Dreadnought. Je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt, sur la chaîne de Thor Odyssey. Bon. Voilà. Alors ça c'est... Oui, c'est possible. Tout ce qui arrive dans le monde, c'est cette guerre-là de l'Atlantide, récupérée par les nazis qui voulaient se faire devenir des hyperboréens. Et ils avaient la technologie, ils ont volé le condensateur discoïdal que Nikola Tesla avait dessiné en 1907, quoi. Et donc, à propos de disque, donc vous avez une bande dessinée, Jet Logan, qui a été conçue par un Allemand. Donc, vous voyez, par exemple, dans un cratère de la Lune, des rendez-vous qui ont lieu pour le développement, et c'est une base, on voit la mer. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Parce que je peux vous lire quelque chose là-dessus. Est-ce que j'ai mis ça maintenant? Alors, Jet Logan. Où est-ce que c'était ce Jet Logan? Je ne sais même pas où j'ai mis ça. Jet Logan, je l'ai pas, non. Ça c'est Thunder, Jet Logan. Je pense que j'en ai fait. C'est peut-être pas là que je l'ai vu. Peut-être pas là, peut-être là. Je ne sais plus rien. Si ça se fait, je l'ai pas. C'est dans un autre article. J'avais cru que je l'avais là, mais je l'ai pas là en fait. Ouais. Je me rappelle plus du nom. Ah mais je l'ai peut-être. Les papiers que tu m'as donnés, ils sont où? Je l'ai peut-être marqué là. Tu me l'as sorti, Jet Logan? Oui, hein. Il y a aussi Jet Logan.
Ben non. Les derniers jours. Non, moi c'est Kirk. J'ai pas de Jet Logan. On a sorti de Jet Logan, tu t'en souviens, toi? J'ai encore oublié ce truc de Jet Logan. C'est un. Ah ouais, alors c'est où ça? Je me rappelle même plus. Parce que c'est bizarre, je croyais que je l'avais sur un des tops secrets. Mais c'est pas, j'ai pas le bon top secret en fait. En attendant, je peux vous dire que ce que j'ai découvert dans une revue qui s'appelle... Ah, c'est là? C'est ça? Bon, vous avez l'impression que vous lisez une bande dessinée de science-fiction où rien n'existe, que c'est purement imaginaire. Là, c'est pareil, vous avez l'éclair d'Odin. C'était la rune d'Opel. Opel, qui est devenu... Parce que comme Ford, comme BMW, comme Opel, Porsche, pendant la 39-45, ils ont arrêté les moteurs à essence, ils ont fait les moteurs électromagnétiques. Il ne faut pas qu'on le sache. C'est-à-dire Adolf Hitler voulait les énergies alternatives type électromagnétique de Tesla. Donc en fait, personne n'a su que les moteurs à essence ont été arrêtés en Allemagne. Et Ford, c'est pareil, il a arrêté son moteur à essence et il a fait le moteur électromagnétique pour la guerre mondiale. C'est-à-dire que lui, il a participé, il a donné de l'argent pour, comme Rothschild, Rockefeller, la reine d'Angleterre, pour faire les engins électromagnétiques. Et donc en fait, là, on présente la face lunaire où c'est une base réelle, comme dans... Alors, je vous mets ça. Au dos de l'album de Jet Logan, au bas de la photo lunaire, se trouve donc le logo du Space Command. Le Space Command de l'Air Force, c'est ça, ça ressemble à Star Trek. Et ils vous raconteront sans doute que, oh ben non, c'est juste un petit Space Command, alors qu'en réalité, c'était pour la conquête de l'espace nazi. Donc le Space Command qui est à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est nazi. Et or, au cours des années 60, ils ont fait Jet Logan, et c'est un Allemand qui a créé cette bande dessinée. Donc au dos de l'album de Jet Logan, au bas de la photo lunaire, se trouve donc le logo du Space Command barré d'un éclair. Il s'agit une nouvelle fois de l'éclair d'Odin, la rune Sowelu, que l'on voit aussi dessinée sur la manche du héros de Jet Logan. Donc c'est le Space Command. Le chercheur Carelli révèle que le véritable créateur de cette bande se nomme Kurt Kaiser de Burtenbach. Il est né en France et à Montigny, le Metz, le 30 mars 1906, de parents allemands. Il vivra à Berlin. Son parcours n'est pas banal puisqu'il se retrouve attaché auprès du général Rommel en Libye en qualité d'interprète. Il réalisera un album illustré consacré à l'Africa Corps, préfacé par Rommel en personne. Donc ça, c'est dans le top secret, numéro 50, page 45. Kaiser aurait-il fait partie d'une mystérieuse organisation, celle de la troisième force dont parle Scheer, donc celui qui a fait Perry Rhodan, la fameuse troisième force, qui est en fait le reflet de la troisième force noire dont parle, comment il s'appelle, le chercheur Charroux. Voilà. Charroux qui parle des membres de la troisième force noire qui en 1945 se relevaient des membres de la troisième force noire italiens sous le règne de Mussolini et ensuite allemands en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc. pour s'infiltrer dans tous les domaines de la société comme les envahisseurs l'ont fait. Donc c'était le programme Paperclip. Le créateur de Jet Logan a-t-il pu voir le futur et le transcrire dans son œuvre populaire, par exemple dans l'album numéro 15, Loin du soleil de 1969. Il est question d'orbes près desquels le héros observe des visages surveillant la race humaine. Ces fameux orbes que moi-même j'ai vus, ou j'ai même vu le prince de Monaco dans ces orbes qui me surveillaient. Dans cette histoire, une race venue de l'espace utilise une technologie en forme de globe pour l'infiltration et l'espionnage de l'humanité en vue d'envahir la Terre. Dans la réalité, depuis les années 90, des milliers de personnes ont photographié de tels orbes contenant des visages. Ces orbes, inconnus dans les années 60, n'ont pu être photographiés que par des appareils photo numériques. L'imaginaire intersidéral de Kaiser placé dans ces bandes dessinées d'anticipation nous entraîne dans le roman de Eric Frank Russell en 1939, Guerre aux invisibles, relatant une invasion d'orbes.
Le design de l'éclair situé au dos de l'album de Jet Logan se retrouve dans l'épisode de Star Trek intitulé Demain sera hier. De chaque côté d'un casque d'un pilote d'avion supersonique, on observe ce logo, mais c'est un double logo cette fois, sous la forme de deux éclairs noirs. Ils correspondent à la marque des chevaliers noirs germaniques manipulant la puissance électrique de haute intensité, Black Bolt, le super-héros, et le terme américain désignant l'éclair noir. Et justement, le super-héros Black Bolt porte un costume affublé de chaque côté de deux éclairs. Le pilote est transféré à bord de l'USS Enterprise lors d'un bond de plusieurs siècles dans le temps, ce qui rappelle une nouvelle fois les recherches de l'ordre noir nazi sur la puissance électromagnétique qui a pu mener les vaisseaux spatiaux à travers le temps. C'était la recherche du programme Chronos de Hans Calmer. Et voilà Black Bolt qui a deux éclairs noirs avec une petite antenne qui attire le champ magnétique comme une antenne de Tesla, mini antenne de Tesla, et le courant traverse le courant de l'énergie libre, traverse le corps de Black Bolt qui devient un surhomme, et quand il ouvre la bouche, son éclair électromagnétique devient le verbe et il détruit tout autour de lui. Le verbe peut détruire comme il peut guérir. Et lui, comme il devient une personne très responsable, ne parle plus. Il devient muet pour transformer son lingot d'onde électromagnétique en quelque chose de bien. Et ça paraît être de la science-fiction, mais c'est la réalité. D'ailleurs, maintenant, il va y avoir sur Netflix toute cette histoire de cet homme-dieu-là, de Black Bolt. Ça s'appelle, c'est incroyable, ça va paraître, là j'ai vu la publicité, et ce sont les inhumains. Et les inhumains sont les méta-humains en réalité. Et c'est ce que j'ai perçu dans les vaisseaux spatiaux quand j'étais de l'âge de 3 ans à l'âge de 8 ans. J'ai vu ces êtres. Un courant électromagnétique me survoltait complètement, il passait à travers mon corps parce que ça ne tue pas. L'éclair de Zeus ne tue pas, il régénère toutes les cellules. Bon, est-ce que j'ai écrit la suite là, ou pas? De 1965 à 1970, Jet Logan relate l'existence d'un Space Command voyageant à travers la galaxie. Le chercheur David Carelli a touché du doigt la vérité à propos de l'existence réelle d'un commando spatial utilisant l'éclair runique d'Odin. Il décrit ainsi la photo imprimée au dos de la bande dessinée. On y voit une superbe photographie de la Lune avec le Sinus Iridium, golfe de l'arc-en-ciel, et le Mare Imbrium, mer des pluies, et avec le magnifique cratère Platon, un cratère qui a la particularité énigmatique de s'assombrir quand le soleil se lève sur la surface lunaire. Ça doit être un champ qui couvre un champ magnétique, donc certainement il y a de l'air artificiel. Parmi les de nombreuses anomalies observées par des astronautes depuis des siècles, des astronomes, Carelli cite F.H. Thornton qui, en 1948, observe un fulgurant éclair qui émane de la bordure occidentale de la formation lunaire, curieusement dans l'angle inférieur gauche de la photo, et apposé un logo en forme d'éclair de foudre. C'est là qu'il y a eu l'éclair, justement, c'est pas un hasard. Il comparera ce qu'il a vu à l'éclatement d'un obus anti-aérien sur la Lune. Cette explosion sur la bordure occidentale de la formation lunaire nous renvoie à l'observation de l'astronome japonais Tsuneo Saeki. Le 9 décembre 1949, il assista à une puissante explosion de type nucléaire à la surface de Mars, soit 1 an après l'apparition de cet éclair sur la Lune. Antonio Ribera, donc, c'est Ijorda, c'est mystérieux ovni. Jusqu'à présent, il nous observe. Et demain, il nous épie, mais demain. Saeki décrit une lumière intense. Dans la région de Titonius Lacus, sur la bordure orientale du disque, un point extrêmement brillant fut visible pendant plusieurs minutes. Ensuite, il vit se former un nuage lumineux gris jaunâtre ayant 65 km de hauteur et plus de 1000 km de diamètre. Pour lui, il ne faisait aucun doute qu'il venait d'assister à une explosion atomique sur Mars. Ceci pourrait signifier un conflit intersidéral pour la conquête de l'énergie libre. Depuis le commencement de la Seconde Guerre mondiale, des commandos nazis opèrent sur la Lune et Mars, là où résidaient des civilisations millénaires. Ainsi, le capitaine Kay a dû faire partie de cette guerre secrète pour la conquête de l'énergie libre lorsqu'il affirme avoir piloté des véhicules spatiaux semblables à ceux de Star Wars. Dans les 2 premiers volumes de Perry Rhodan, des terriens font exploser un vaisseau spatial arconide sur le bord du cratère Tycho, le long de la bordure proche de la face cachée de la Lune. Nous avons une nouvelle fois l'impression que Scheer décrit les phases d'une guerre réelle atlante. Nous avons
une nouvelle fois l'impression que Scheer décrit les phases d'une nouvelle guerre atlante pour la possession de l'énergie libre. D'après Van Helsing, le projet Alternative 3 se serait concrétisé à partir de 1959. On avait déjà construit des soucoupes américaines. À la fin des années 50, on lança le projet secret parallèle au programme spatial officiel afin d'étudier la surface lunaire à l'aide de la technique des soucoupes volantes. Voilà ce que dit... Donc il faut comprendre, il faut se réveiller, quoi. Voilà, alors l'image de la première, ce qu'on a vu tout à l'heure, bande dessinée de Thunder Agent intitulée Menace from the Moon, parue au début des années 1960, où l'on voit le super-héros Dynamo courir sur la surface lunaire sous un disque volant et à mettre en rapport avec le projet de colonisation de la Lune et Mars par une élite terrestre dans le cadre des programmes alternatifs 2 et 3, car c'est justement à partir de 1960 qu'on se mit à construire 2 bases lunaires occupées par les Américains et les Russes, situées à l'est de la mare Imbrium, ce que l'on voit derrière l'image de Jet Logan. Pourquoi ça s'est éteint là? C'est bizarre. Donc, le fait que la 4e page de couverture de Jet Logan montre une photo de la mare Imbrium frappée d'un éclair est un code subliminal indiquant qu'une véritable base a été édifiée à cet endroit par une organisation nordique secrète. Ce furent les bases Archimède base et Cassini base, d'après les noms des 2 cratères où elles furent érigées. Ces bases lunaires étaient les stations intermédiaires en vue de voyage sur Mars. Le premier atterrissage sur Mars avec un équipage aurait eu lieu le 22 mai 1962. Kaiser aurait-il fait partie d'une mystérieuse organisation, celle de la 3e force dont parle Scheer, d'une manière codée et Charroux directement? Le créateur de Jet Logan a-t-il pu voir le futur et le transcrire dans son œuvre populaire? Par exemple, dans l'album numéro 15, dont ça je vous l'ai lu, il est question d'orbes près desquels, etc. Voilà, je vous ai tout dit là. Donc, une fois que vous avez les liens, les images que vous avez sont des phénomènes archétypes qui sont comme des bonus, c'est-à-dire vous ne devenez plus aveugle, vous vivez cette aventure cosmique sans bouger, sans faire partie d'une agence secrète, et vous devenez réellement des agents secrets de l'espace que je suis devenu moi-même, et là je peux rendre mes rêves vivants. Donc effectivement, ces cratères lunaires où il y a des rendez-vous secrets de politique, etc., c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle dans des cratères lunaires, et on nous a fait croire à Apollo, tout ça, c'était fini, c'était là seulement juste une petite mission lunaire, mais c'est pas du tout ça. Ça a été juste pour nous aveugler, en fait, ce que Werner von Braun a fait. Parce que Werner von Braun faisait partie de la pure lignée viking, quoi, le petit doigt qui serait dit à l'âge de 40 ans. Donc il faut se méfier complètement de Werner von Braun, c'est un complot réel. Donc le véritable programme lunaire a eu lieu dans les années 50, en fait.